Bonjour à tous et bienvenue sur Histodote. Une jeune fille en armure tenant fièrement son étendard dans une cathédrale avec à ses pieds un homme agenouillé. Ça vous dit quelque chose? Alors c'est parti pour mon deuxième volet des images d'Épinal de l'histoire. « 6 mars 1429. Jeanne d'Arc pénètre dans la salle d'apparat du château de Chinon, où sont réunis les nobles messires et les gentes dames de la cour du dauphin Charles. À son arrivée, la musique et les conversations s'arrêtent, et tous les regards se tournent vers elle. Un peu impressionnée, elle s'avance lentement vers un groupe d'hommes qui l'attend près de la cheminée. Mais tout à coup, elle se faufile parmi les courtisans et s'arrête devant un homme chétif qui semblait se dissimuler. Elle lui fait une révérence et lui dit « Dieu vous donne longue vie, gentil dauphin ». L'homme, surpris, nie être le dauphin Charles, mais elle insiste. « Je m'appelle Jeanne la Pucelle, et le roi des cieux m'a dit que vous seriez couronné à Reims, mais qu'avant, je devais délivrer la ville d'Orléans assiégée par les Anglais. » C'est la stupeur dans l'assistance. Comment a-t-elle reconnu le dauphin sans jamais l'avoir vu? N'est-ce pas un signe que c'est une envoyée de Dieu? Charles l'entraîne un peu à l'écart, et à voix basse, elle lui confirme qu'il est bien l'héritier du trône. Sa méfiance commence à disparaître. Il semble rassuré et conquis par les paroles de la jeune fille. En effet, une rumeur prétend qu'il ne serait qu'un bâtard. Par le traité de Troyes de 1420, sa mère, la reine Isabeau de Bavière, a reconnu que le roi Henri V d'Angleterre deviendrait le roi de France à la mort de son mari, Charles VI le roi fou, déshéritant ainsi son propre fils de la couronne. Mais voilà qu'en 1422, les deux rois décèdent, ajoutant à la confusion de cette succession au trône. La scène surréaliste de Chinon n'a sans doute jamais eu lieu, surtout que Jeanne avait rencontré le dauphin quelque temps auparavant. On lui impose un test de virginité, et elle est interrogée par une commission de théologiens pour vérifier sa sincérité et ses vertus de bonne chrétienne. Mais surtout, avoir une preuve de sa relation avec Dieu. Cette preuve sera la libération d'Orléans. Entourée de chefs de guerre, des hommes durs et sans pitié, qui vont pourtant tomber sous son charme, elle prend la direction d'Orléans avec une petite armée et du ravitaillement pour les habitants. Depuis plusieurs mois, les Anglais assiègent la ville, mais un siège assez souple, car ils ne disposent pas d'hommes et de moyens pour encercler complètement la ville. Elle va conquérir les bastions anglais un à un, galvanisant ses troupes. Elle sera même blessée d'une flèche dans l'épaule avant de repartir à l'assaut. Au bout de 10 jours de combat, les Anglais se retirent. File à l'anglaise, ça les connaît. Et elle fait son entrée triomphale le 8 mai 1429. Cette victoire va en entraîner d'autres sur la Loire et permettre de reprendre le contrôle du fleuve. La victoire de Patay, sans Jeanne cette fois, sera l'aboutissement de cette campagne. Avec cette confiance retrouvée, Jeanne convainc Charles d'aller se faire sacrer à Reims. Ils prennent donc la route, mais il faut traverser le territoire bourguignon. Plusieurs villes refusent de leur ouvrir les portes. On est obligé de payer, comme à Auxerre, ou de faire le siège, comme à Troyes. Finalement, ils arrivent sans encombre à Reims.
C'est le 17 juillet 1429 qu'a lieu le couronnement. Plusieurs pairs du royaume manquent à l'appel, dont le duc de Bourgogne. On ne dispose pas non plus des régalias, symbole du pouvoir royal, resté à Saint-Denis aux mains des Anglais. Qu'importe, Regnault de Chartres, l'archevêque de Reims, va procéder à la cérémonie. Jeanne est à ses côtés, tenant fièrement son étendard. Elle dira « Il avait été à la peine, c'est bien raison qu'il fût à l'honneur. » On est allé chercher la Sainte Ampoule, contenant le Saint-Crème, dont l'archevêque de Reims va oindre, j'adore ce verbe, le futur roi à 7 endroits différents. Puis, il pose la couronne sur sa tête. Jeanne est submergée par l'émotion et les larmes lui montent aux yeux. Enfin, elle a accompli sa mission divine. Mais pour elle, ce sera le commencement de sa chute. Beaucoup de questions et de mystères entourent l'épopée de Jeanne. Comment une jeune fille d'origine modeste a-t-elle pu changer le cours de l'histoire de France dans ce monde brutal et masculin du XVe siècle? Certaines théories farfelues prétendent même que c'était un homme. Mais que font donc nos associations féministes? En tout cas, elle n'était pas une pauvre bergère. Son père était un laboureur aisé, notable de son village et même percepteur d'impôts. Elle n'a pas non plus gardé le moindre mouton. Parmi les théories les plus répandues, on prétend qu'elle serait une bâtarde royale, ce qui expliquerait les facilités de son ascension. Le fait qu'elle s'exprime de façon châtiée alimente la rumeur de sa bonne éducation. Pourtant, elle ne savait ni lire ni écrire et faisait dicter ses courriers. On parle aussi de l'omniprésence de Yolande d'Aragon à ses côtés. La belle-mère de Charles VII aurait pu la manipuler pour accréditer la prophétie selon laquelle une jeune vierge sauverait le royaume de France abandonné par une femme. Même sa mort sera sujette à caution. Plusieurs femmes affirmeront être Jeanne bien des années après. La plus célèbre, Jeanne des Armoises, défraiera la chronique avant de se rétracter. Voilà, j'espère que cette épopée de Jeanne aura piqué votre curiosité. Merci à vous de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro d'Histodote. Salut!